Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou rebonjour. Alors ce générique, moi je le connais depuis des années, je le connais par cœur. Je vous garantis que, alors je dis ça pour les invités, pour les régisseurs qui ne le connaîtraient pas encore, ou pour vous, Mesdames, Messieurs, je vous garantis que dimanche soir, ce générique, vous le sifflerez. Et que l'an prochain, vous vous en rappellerez. Voilà, vous venez nous voir et on vous en remercie pour voyager autour du monde avec nous. C'est ainsi que c'est titré ce débat. Je vous présente sans plus tarder nos invités. On a des fictions, des non-fictions, des voyages. On voyage aussi à travers les temps, à travers les continents et à travers les sensations, puisque cette sensation d'odeur, de parfum et de ce rapport au monde par l'odorat, par les parfums et par les senteurs que vous nous composez, l'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums voluptueux de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages que Marie-Antoinette. Il y en a 16 en tout, donc il y en a quelques autres tout au long de l'histoire, de Cléopâtre à l'époque plus contemporaine, empereurs, gouvernants, etc., à travers les parfums et ce qu'ils mettaient dans leurs toilettes et dans leurs bains, ces gouvernants et ces gouvernantes. On aura une sorte de fiction, j'allais dire, parce que ça me paraît très autobiographique, mais peut-être je me trompe pour Yunbo et Daniel Barth. C'est votre premier livre ensemble et votre premier roman. C'est la première fois que vous écrivez « Il était une fois » des choses qui sont en fait arrivées, puisque ces choses qui sont arrivées nous ramènent ça commence de nos jours, et ça nous ramène à la Chine de la révolution culturelle à travers le sort des enfants, l'éducation, le sort des femmes, des filles aussi. Et c'est toute cette Chine où se trouve actuellement le président Trump que vous nous racontez. C'est pas pour rien qu'il faut lire aussi ce livre, parce qu'avec ce que la Chine est devenue dans l'économie, dans la géopolitique, c'était pas écrit qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque que vous nous racontez, elle ne devait pas devenir un empire capitaliste. À cette époque-là, elle est devenue un empire capitaliste. On peut y trouver des germes dans Beau. Roland Brival, alors c'est la première fois que j'ai le plaisir d'animer une rencontre avec vous à Brive. On s'est vu sur d'autres voyages en France. On ne s'est encore pas vu ailleurs qu'en France. Par contre, dans Sato-san, le maître des corsets, votre dernier roman en date, c'est à ma connaissance la première fois que vous écrivez sur l'Asie, parce que vous avez beaucoup écrit sur la France, sur le rapport entre la France et l'Amérique, sur les Antilles, sur les Caraïbes, sur l'Afrique aussi, sur la musique, parce que vous êtes chanteur, compositeur, musicien, vous avez composé plusieurs albums. J'ai omis de dire, Daniel Barth, pardon, que peut-être des gens vous ont vu, puisqu'on vous a vu sur scène avec Ariane Mnouchkine, on vous a vu au cinéma, je crois, avec Jean Eustache. Il y a très longtemps. Avec François Truffaut, si je ne me trompe. Avec Godard aussi, peut-être. Voilà. Donc, on vous a vu aussi. Il y a aussi plusieurs cordes à vos arcs. Donc, Sato-san, le maître des corsets, nous ramène en Asie, mais pas en Chine, au Japon, à une époque qui n'est pas si éloignée que celle que vous nous racontez, parce que c'est aussi tout au long du XXe siècle, sur une partie du XXe siècle, Roland Brival, que vous nous amenez, avec un changement de corset, d'habillage, de manière de s'habiller, donc de manière d'apparaître, aussi dans tous les sens du terme, et aussi une relation entre les femmes et les hommes. Je voulais commencer par la non-fiction avant d'arriver justement sur le « Il était une fois ». Elisabeth de Fellow, alors vous vous intéressez depuis quelques ouvrages sur les gouvernants et le domaine des senteurs et des parfums. Comment est-ce que ici vous avez sélectionné les 16 personnages? Il y a Napoléon, il y a Marie-Antoinette, il y a Louis XIV, il y a la reine de Saba, il y a Cléopâtre évidemment. Comment est-ce que vous avez sélectionné les personnages et leur histoire avec les parfums? Est-ce que c'est par des parfums de rose, des parfums d'autres fleurs, etc. Ou est-ce que c'est par des personnages célèbres par qui vous avez voulu commencer? C'est quoi? C'est du côté parfum ou les personnages? Les deux, mais je voulais que ça soit aussi toutes les périodes de l'histoire qui soient représentées pour qu'on puisse vraiment voyager dans toutes ces civilisations qui se sont succédées. Et du coup, dans chaque civilisation, il y avait des personnages célèbres et certains qui avaient un lien plus particulier avec le parfum. Donc c'est aussi comme ça que c'est fait la sélection, si vous voulez. Il fallait que le personnage ait eu à un moment donné une rencontre particulière ou que le parfum ait joué un rôle dans sa vie. Donc c'est d'abord l'histoire pour le voyage et les civilisations, et parmi les personnages importants, quels sont ceux qui avaient ce rapport particulier avec le parfum ou l'odeur.
Qu'est-ce que ça vous apprend sur eux, par exemple, Louis XIV et son rapport à l'eau de fleurs d'oranger qu'il tient à mettre dans les jardins, Napoléon et l'eau de Cologne, alors le rite de Cléopâtre avec la parfumerie et l'histoire d'une parfumerie égyptienne. Qu'est-ce que ça vous apprend sur ces personnages ? Ça apprend beaucoup de choses parce que le parfum, c'est un carrefour à la fois beaucoup de techniques, que ce soit l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. La fabrication, si vous voulez, du parfum en lui-même fait intervenir énormément de savoir et de techniques. Et ça, je trouve que c'est toujours très intéressant à apprendre. Et puis aussi, le choix d'un parfum. Alors, peut-être un petit peu moins à l'époque de Cléopâtre parce que c'était extrêmement codifié. Mais le parfum et la manière dont vous le portez apprend toujours beaucoup de choses sur ce que vous êtes et sur qui vous êtes aussi dans la société. En tous les cas, ça c'était pour les civilisations les plus anciennes. Puisque pour prendre l'exemple de Cléopâtre, par exemple, si elle pouvait revêtir le parfum, comme on le disait à l'époque, donc cet habit de souveraineté, cette aura au premier sens du terme, c'est-à-dire cette puissance invisible mais olfactive, c'est parce qu'elle était la pharaone. La pharaone était considérée comme un dieu sur terre, enfin comme une déesse sur terre. Et donc comme le parfum était réservé aux dieux à cette époque-là, eh bien on comprend voilà, tout ce cheminement de civilisation, tout cet ordre social aussi. C'est aussi un peu la même chose encore à l'époque de Louis XIV et même jusqu'à une époque très récente. Parce que finalement le fait que tous les hommes et toutes les femmes aient accès au parfum, il faut vraiment attendre le XXe siècle. Merci pour cette transition. XXe siècle, Sato-san, le Japon, merci beaucoup. Et pour justement parler d'un détail infime qui devient intime et qui caractérise un personnage ou une classe sociale ou une part d'une histoire, c'est en plein le cheminement que vous nous montrez, puisque Sato-san, alors c'est l'histoire d'un homme qui va faire une course dans un magasin, et puis dans ce magasin d'habillage, de vêtements, il rencontre Sato-san, qui va lui raconter son histoire. Et Sato-san, au début, quand il était petit, il voyait des choses, il voyait des messieurs, et puis surtout des femmes rentrer dans le magasin de sa mère. Il se demandait bien ce qu'il faisait, parce qu'il ne pouvait pas savoir, parce que ça ne se faisait pas, ou ça ne se disait pas. Ce que les japonaises, de ce moment-là, fabriquaient comme corset, parce que le corset ne correspondait pas au code, puisque le code, c'était le kimono, et qu'est-ce qu'elle peut bien faire ma mère, etc. Et voilà, et c'est toute l'histoire par les yeux de cet enfant qui se raconte une fois adulte, le fameux Sato-san, qu'on suit cette mutation, là pour le coup, puisque c'est le passage du kimono au corset, d'un code à un autre, d'un pays qui est une île, le Japon, à une île qui s'ouvre un peu plus encore sur la culture du monde et le monde qui vient aussi sur cette île. C'est quoi le déclic pour l'auteur un peu, je disais, sur les Caraïbes, sur l'Afrique, sur les Français, les Amériques césarien, en gros, que vous êtes, dans vos livres chez Gallimard, etc. C'est quoi le déclic pour aller voir, un, en Asie, parce que vous n'aviez jamais écrit dessus, deux, cette histoire-là? C'est-à-dire que je voyage beaucoup déjà, et je pense que l'écriture elle-même induit le voyage, et je ne me considère pas dans une catégorie particulière. Je suis un humain qui se balade et qui essaye de ressentir ce qu'il y a à travers les différentes cultures, pour pouvoir éventuellement les partager avec mes lecteurs. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne ce roman, on est dans une période qui est le début du XXe siècle, où le Japon commence à s'ouvrir, et même les codes vestimentaires sont bousculés. Parce que, évidemment, les agents de police qui sont à un carrefour, et qui ont des espèces de robes amples, etc. Même sur le geste et ample, on va essayer de garder le micro près de... Oui, absolument. Mais tout ça pour dire que c'est une période où le Japon s'ouvre à l'influence occidentale et qu'effectivement le corset n'est pas une tradition purement japonaise, mais que cette couturière a reçu la visite d'une amie qui avait voyagé en France et avec son mari pour son voyage de noces, et elle est revenue de Paris avec une série de corsets. Et comme son mari a très envie qu'elle continue à les porter à la maison, mais que ces corsets ne correspondent pas à l'esprit japonais, elle les amène chez cette couturière plutôt célèbre, même si elle vit d'une manière modeste et qu'elle est cachée, pour lui dire, voilà, j'ai besoin que tu brodes là-dessus, que tu m'inventes quelque chose qui ressemble à un corset japonais. Et donc cette femme va rentrer dans une démarche nouvelle pour elle, qui va consister à transposer les codes du kimono et les codes de spiritualité qui vont avec ces vêtements
dans le monde érotique et dans le monde donc d'un Japon qui est en train de s'ouvrir à un raffinement esthétique, mais comment dire, plus ouvert que d'habitude. Voilà. Donc c'est un roman d'initiation pour ce garçon, parce qu'effectivement, lorsqu'on a 12 ans et qu'on voit passer constamment des femmes qui défilent dans la maison et qu'elles s'enferment avec votre mère dans une petite pièce et qu'on ne sait pas ce qui se passe là, c'est évident que c'est un mystère. Et ce mystère, il va finir par en découvrir évidemment la clé le jour où il va décider de prendre la succession de sa mère, ce qui va être d'ailleurs un travail difficile dans la mesure où la couture et les vêtements féminins sont d'abord réservés aux femmes. Donc il va falloir qu'on trouve une manière pour lui de s'introduire dans ce monde féminin et d'obtenir la confiance des clientes qui viennent pour pouvoir essayer leurs vêtements. Et donc le roman raconte l'initiation de ce garçon qui va être obligé de passer par des écoles beaucoup plus complexes que ce qu'il avait prévu. Il va falloir qu'il apprenne chez les maîtres teinturiers, chez les maîtres brodeurs, etc. Et qu'il commence à comprendre qu'en définitive, lorsqu'on parle de corset ou lorsqu'on parle de kimono, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vaste que le simple fait de poser un vêtement sur le corps. Et là, on rentre dans aussi la sensibilité du bouddhisme zen, du tai chi, de toutes ces choses, de tous ces événements asiatiques qui viennent de la culture asiatique et qui sont destinés à nous permettre d'accéder à un bien-être différent. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi une histoire qui nous est racontée en forme de souvenir dans Beau, puisque ça commence de nos jours, des souvenirs, et puis tiens, paf, tout d'un coup, en 1966, et donc la Chine de la révolution culturelle, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que le thème du livre, c'est les violences qu'impose cette manière de penser, ce régime, etc., sur des imaginaires qui ne sont pas forcément formatés encore par définition, et puis qui n'ont pas forcément envie de vivre ça. Il est question d'auto-évaluation, puis de contre-révolution, etc. Quel a été, pareil, le déclic? Est-ce que c'était peut-être d'écrire tous les deux, ou alors juste de raconter cette Chine-là à un moment où on voit bien que depuis 10 ans, la Chine est ce pays qui va peut-être être le premier à en gros unir le régime communiste et puis le grand libéralisme? Alors en fait, comme vous le savez, c'est notre premier roman, à Yumbo et à moi. Et pourquoi c'est notre premier roman? Parce que cette histoire-là, on l'a apprise il n'y a pas longtemps. Les gens ne parlent pas de leur souffrance. Et un jour, Yumbo a reçu un courrier de son père, qui est encore vivant et qui est journaliste, et qui était journaliste à cette époque-là, et qui est communiste, et qui était communiste à cette époque-là. Elle a reçu un courrier de son père lui apprenant comment sa mère était morte. Ce déclic, comment Yumbo a appris ça, il a été vraiment très violent pour elle. Alors elle a commencé, je parle un peu pour nous deux, elle a commencé à poser comme des pierres de ses souvenirs, comme des pierres de ce qui se passait à cette époque-là, mais vu à travers, évidemment, les yeux d'un enfant. Elle a raconté ce qui se passait avec son père, qui a été 50 ans en camp de concentration parce qu'il était journaliste. On appelait ça, à l'époque, c'était l'école 5-7, on appelait ça une école de rééducation. Sa mère en est morte. Sa sœur travaillait dans les champs. Elle avait 15 ans et apparemment elle aimait ça. Son frère travaillait à l'usine, il avait 14 ans. Et elle, eh bien, elle essayait de survivre à tout ça. Maintenant, quand elle s'est mis à réunir ces pierres, quand on a un souvenir et qu'on veut faire un roman, eh bien, nous, on a eu cette expérience merveilleuse de l'écriture. L'expérience de l'écriture, c'est qu'à un moment donné, il faut faire une phrase. Et cette phrase, on prend cette pierre, on prend ce souvenir et on l'enrobe. Alors, on se dit, mais est-ce que c'est la vérité que je suis en train de raconter? Ou est-ce que cette vérité est une vérité transposée par moi? Quelle importance? L'importance, c'est qu'on pense aujourd'hui que cette petite fille là, qui est sur la couverture, qui est beau, et qui est Yumbo, on pense que les souvenirs qu'on a essayé de traduire pour vous, pour que ça se sache, on pense qu'ils sont utiles. Et qu'ils sont utiles toujours. Ils sont utiles aujourd'hui. Il faut faire attention. Comme dirait
comment il s'appelle, Arthur Rouy, la fin d'Arthur Rouy, il faut se méfier du monstre, il n'est pas encore mort. Alors, je pense qu'il faut se méfier des monstres. Alors maintenant, il faut rester aussi serein et ludique face à cette violence qui, d'un seul coup, nous tombe sur le dos. Il est trop tard pour fuir. Un peu ça, si vous voulez. Mais voilà. Et pour revenir sur le livre et son déclic, et le fait qu'il soit écrit à deux, et donc on voit de quel souvenir c'est issu, quand c'est arrivé, est-ce que c'est justement pour dépasser un peu le côté politiquement tragique et personnellement tragique de ces souvenirs qu'il fallait l'écrire à deux? Et vous deux? Alors, on l'a écrit à deux, je ne sais pas, on l'a écrit à deux parce que ça s'est passé comme ça. Et comme Yumbo dit... Ça nous avance beaucoup comme réponse, là. Pardon ? Oui, ça nous avance beaucoup comme réponse. Ça vous dérange ? Non, ça nous... Je blaguais. Non, on l'a écrit à deux parce que ça c'est... Voilà, d'un seul coup, Yumbo raconte une histoire, j'écrivais un morceau, je la lisais, elle la transformait, puis ça a continué comme ça. Mais je vous assure qu'on est mort aujourd'hui, hein, on n'existe plus. C'est Yumbo qui a eu le mot de la fin en disant « à quatre mains, c'est facile parfois au piano, mais à l'écriture, c'est difficile ». Mais je pense qu'on s'en est sorti. On a en face de nous l'éditeur qui est 100 000 milliards, qui est Guillaume Valu et qui a eu la gentillesse de répondre présent quand on lui a envoyé le bouquin. Et on voit qu'il y a un bon accueil parce que, justement, cet enfant qui a vécu cette horreur, cette famille est restée très optimiste. C'est-à-dire que son père, aujourd'hui, qui est encore vivant, est un monsieur très optimiste. Sa sœur, on a rencontré sa sœur l'année dernière, qui est venue en vacances chez nous. Et il y avait l'Obs qui avait fait une couverture de Mao en disant « l'homme, l'assassin, le plus grand assassin du XXe siècle ». Et je dis à sa sœur « est-ce que c'est vrai ?» Elle m'a répondu « oui ». Que oui. Et puis, à table, elle nous a raconté comment elle travaillait dans les champs. Et son fils qui était là, qui a 30 ans, quel âge il a son fils ? 31 ans. Qui a 31 ans, ne le savait pas. On ne dit pas les souffrances. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on a voulu que Beau existe, pour voir et les souffrances, et comment on vivait aussi à ce moment-là, à cette époque-là, dans cet endroit-là. On se dit, nous, plus jamais ça, mais au milieu de ça, il y avait des gens. Et au milieu de cette obligation de ne plus pouvoir lire, de ne plus pouvoir chanter, eh bien, les gens étaient quand même optimistes. Et il faudrait que le livre, je crois, son père termine en disant cette phrase, « ça aurait pu être pire ». Alors, ce qui est au centre de ce récit romanesque, avec ce côté tragédie, c'est la transmission, c'est aussi ce qui est à l'œuvre dans vos trois compositions. Ce que nous raconte ce narrateur chez vous, Roland Brival, qui nous raconte sa rencontre avec Sato-san, et puis la façon dont Sato-san se raconte à lui, etc. Il est bien aussi question de transmission, de culture, de mutation, du kimono au corset, d'une île au monde et du monde vers une île. Et puis aussi, c'est son côté aussi roman de formation, parce que c'est aussi un jeune homme qui par là se découvre avec son rapport au zen, son rapport à l'érotisme, son rapport à la masculinité, à la féminité. Qu'est-ce que sur ce livre-là, qui donc est sur l'Asie, c'était la première fois que vous y alliez, qu'est-ce que ça vous apprend sur justement la transmission avec son inconscient asiatique que vous n'aviez pas encore approché avant dans d'autres histoires de transmission? D'abord, j'ai aussi découvert cet aspect du silence qui n'est pas simplement typique de la Chine, mais au Japon. Enfin, d'une manière générale, les gens parlent peu. Ils gardent pour eux les choses et il faut vraiment aller les chercher. Et en ce sens, moi, ce que j'ai découvert à travers cette transmission, c'est un fil qui est universel, mais qui, au Japon, a vraiment un mode particulier d'expression qui me paraît intéressant à explorer dans la mesure où nous sommes dans un monde qui bientôt va être confronté au même problème. C'est-à-dire que quand vous baladez au Japon, à Tokyo ou ailleurs, vous vous rendez très vite compte qu'il y a deux mondes qui s'interpénètrent. Un monde totalement contemporain, avec des immeubles design, avec toute la technologie que ça suppose. Et de notre côté,
ce monde traditionnel des petites maisons basses où on respecte les traditions, où les choses sont là. Donc ces deux mondes, en définitive, ce sont deux mondes qui s'apprêtent à débarquer chez nous dans la mesure où plus le monde devient urbain, plus il se mécanise, plus nous sommes tentés de devenir des machines, plus des machines prennent le contrôle de notre vie, et plus il est nécessaire d'aller trouver en nous une source à laquelle puiser pour restaurer notre humanité et pour pouvoir la mettre en phase avec ce monde qui se profile, si nous ne voulons pas être perdus au milieu de tout ça. Il faut toujours qu'il y ait un sens dans ce que l'homme fait lorsqu'il voyage, lorsqu'il parle, lorsqu'il dort ou lorsqu'il vit. Et là, je pense que ce qui m'a intéressé en plus dans ce roman japonais, c'est que cette vérité qu'il essaye de trouver, de raconter, de décrire, elle n'est pas simplement fermée dans le monde asiatique. Et c'est pour ça qu'il y a un narrateur occidental, d'ailleurs, parce que ce narrateur est là pour faire la transition entre notre monde et ce monde japonais. Il explique comment il se retrouve en face d'un homme qui le stupéfie. Il ne comprend pas. Pour lui, cet homme est un mystère. Et d'ailleurs, au départ, il n'a absolument aucune idée de ce qu'il attend lorsqu'il va à ce premier rendez-vous pour aller chercher un colis que sa femme lui a demandé d'aller chercher. Et il va se retrouver embarqué dans le récit de cet homme et découvrir que le récit de cet homme qui a vécu au début du XXe siècle et qui porte avec lui une tradition spirituelle millénaire, comment ces valeurs-là peuvent arriver à s'inscrire dans le monde occidental qui est son monde à lui, qui est le monde dans lequel nous vivons tous les jours. Et ça, en ce sens-là, j'ai effectivement trouvé quelque chose de neuf. Et si je peux, Mais vous pouvez. si je peux me permettre, ce qui s'est passé au Japon, cette tradition dont tu parles et que je trouve fantastique, Mao a voulu le supprimer. Les Chinois n'avaient pas le droit. On supprimait les statues. On n'avait pas le droit d'aller à l'église. On n'avait pas le droit de croire. On n'avait pas le droit d'écouter de la musique. Et où Mao on n'avait peut-être pas le droit de se parfumer. On n'avait pas le droit de se parfumer. Et où Mao a Mao interdit le parfum. Et où Mao Pour les hommes comme pour les femmes? Pour tout le monde? Pour tout le monde, parce que le parfum, c'est l'expression de l'intériorité, de la personnalité. Et donc, évidemment, il ne fallait pas se parfumer. Il ne fallait pas bien s'habiller. Quelqu'un qui avait un costume bien habillé, il était traité de tous les noms. À un moment donné, sa sœur lui offre une petite jaquette. Elle la lave 3 fois parce qu'elle a tellement à la peur d'être dénoncée, d'avoir acheté quelque chose de neuf. Voilà où on était. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Je pense que cette époque-là, qui est aussi mon époque, je m'excuse, on a cru qu'on pouvait changer quelque chose à l'homme. Et on est bien obligé de se rendre compte que l'homme n'est pas si mal que ça et qu'il faut être vigilant justement pour ne pas se faire avoir par des dictatures, quelles qu'elles soient, qui vous arrivent comme ça en pleine figure et les frontières se ferment. Comme disait quelqu'un au moment de la guerre en France, les plus optimistes sont restés et les plus pessimistes sont partis. Donc il ne faudrait pas revivre des choses comme ça, quoi. C'est ça, plus jamais ça. Hein? Qu'est-ce que vous avez, Elisabeth de Feydeau, découvert sur des personnages comme Alexandre le Grand, sur Louis XIV, sur Sissi, que vous ne saviez pas sur elle ou sur eux, avant de les raconter par le prisme de la senteur et du parfum? Parce qu'il n'y a pas que des grands démocrates, c'est principalement des monarques quand même, hein, sur lesquels vous êtes. Donc c'est pas forcément tous des grands démocrates. Donc c'est pas, on ne pense pas forcément à eux avec un regard angélique, bienveillant, parce que précisément c'est pas que des démocrates. C'est vrai. Pour donner quelques... On va peut-être laisser le propriétaire retrouver ses... Pardon. Voilà. Non mais il y a souvent Kevin qui a perdu son portefeuille ou la BM qui est mal garée. Non, c'est pas le mien. J'y suis pour rien. Allez, bon. Alors, oui, parmi quelques petites anecdotes justement où on découvre ces personnages différemment. Quand j'avais travaillé sur Alexandre le Grand, j'avais lu cette phrase de son précepteur, Léonidas, qui lui avait dit, parce que
Alexandre le Grand était très débonnaire, il aimait brûler l'encens, c'est ce qui se faisait à l'époque, on brûlait l'encens pour honorer les dieux. Et Léonidas lui dit, avant de brûler l'encens de manière aussi inconséquente, attends d'en avoir conquis le pays qui le produit. Et je me suis posé la question si ce n'était pas la raison qui a poussé Alexandre le Grand sur les routes du monde, puisqu'il est allé jusqu'aux confins de la Chine, justement, vers ces civilisations qui étaient anciennes et qui étaient non seulement produisaient, bien sûr, avaient les plantes à parfum qui poussaient chez eux, mais aussi avaient des techniques déjà très élaborées. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui a poussé Alexandre sur les routes du monde? Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis, quand on sait aussi que le parfum, à cette époque-là, donc sous l'Antiquité grecque, c'était l'ambroisie des dieux, c'était ce qui vous caractérisait, puisque les dieux se caractérisaient par la bonne odeur et les hommes par la mauvaise odeur. Donc ce premier clivage, c'était peut-être aussi une tentation pour Alexandre le Grand de devenir immortel, en prenant l'odeur des dieux, en la mettant sur lui. Et donc, quand il arrive en Inde, il fait envoyer une immense quantité d'encens à Léonidas en lui disant, voilà, tu vas arrêter à présent d'être radin avec les dieux et tu vas pouvoir aussi brûler l'encens pour les honorer. Donc ça, je trouvais ça assez amusant. Et puis, puisqu'on parle de dictateur, Napoléon Ier en était quand même un. Et en revanche, ce que l'on sait moins de lui, c'est qu'il avait un odorat très fin, très affiné, qu'il aimait beaucoup les odeurs, enfin en tous les cas certaines. Tout d'abord, l'odeur de la peau brune et parfumée de l'impératrice Joséphine, car ce coup de foudre qu'il a eu pour elle était un coup de foudre olfactif. Il a été absolument subjugué par ce que dégageait olfactivement l'impératrice Joséphine, même si souvent il se plaignait de ce trop-plein de musc et de roses qui était dans son cabinet de toilette. Et puis aussi, c'était un très grand utilisateur d'eau de Cologne, puisque là, on le voit aux archives nationales, il utilisait à peu près entre 30 à 40 litres d'eau de Cologne par mois, ce qui est quand même beaucoup. L'eau de Cologne était à l'époque une panacée, un médicament, hein, il faut le dire. Et oui, il la buvait, absolument. Au point d'ailleurs que son parfumeur, qui était Jean-Marie Farina, lui avait créé un petit rouleau, une petite bouteille de parfum oblong et de verre fumé, qu'il glissait dans ses bottes pour pouvoir la porter tout le temps sur lui. Donc il la buvait car c'était un élixir. L'élixir, c'est un médicament le plus précieux. Donc on boit le médicament, il la mettait dans l'eau du bain et aussi il se faisait frictionner à l'eau de Cologne. Parce qu'il faut savoir que Napoléon, enfin, quand il était Bonaparte seulement, au moment du siège de Toulon en 1793, va contracter la gale, qui est la maladie de la saleté, et il l'a de manière très virulente. Donc il est obligé de prendre des bains régulièrement. Il va donc avoir cette obsession de l'hygiène, ce qui n'était vraiment pas le cas à l'époque, y compris chez les personnes aisées. Hein. Et il va vouloir prendre des bains, y compris quand il est en bivouac. Donc c'est pour ça qu'il demandera à son orfèvre, Biennet, de lui confectionner ce lavabo portatif pour pouvoir prendre un bain où qu'il soit. Voilà, donc c'est des petites anecdotes, vous voyez, que finalement même les dictateurs aimaient se parfumer. Robespierre aimait à la folie, alors j'en parle pas dans l'ouvrage, mais Robespierre aimait beaucoup l'essence de rose, comme Marie-Antoinette, et même Hitler avait la passion des parfums. Alors, voilà, le parfum, c'est adoucir les mœurs, mais voilà, n'empêche pas quelquefois les tyrannies d'exister. On ne sait pas si ça change notre rapport à eux, mais en tout cas, il vaut mieux le savoir que pas le savoir. Exactement. Je voudrais, si vous permettez, parce qu'on ne vous a malheureusement pas entendu, je voudrais vous laisser le mot de la fin, parce que vous êtes aussi à l'œuvre, au centre et un peu partout dans ce livre. Je voudrais que vous nous disiez, puisque vous n'avez pas encore l'occasion de le faire, ce que ça a pu générer, changer en vous, justement, de l'avoir... d'avoir trouvé cette histoire, puisqu'elle vous est arrivée, et de l'avoir coécrite et donnée à lire. Oui, on entend? Oui. En parlant bien en face, ouais, comme ça. D'accord. En fait, c'est une question qu'on m'a posée plein de fois. Comment vous avez écrit à deux? Donc j'ai toujours répondu la même manière, c'est-à-dire moi je suis responsable. C'est dur d'abord, je vous assure, c'est dur.
Mais moi, mon rôle, c'est responsable. Je suis responsable pour l'histoire et Daniel est responsable pour la langue française que j'aime bien, que je parle très mal. Et pour le style, on se tue, mais on est encore vivant. Donc c'est une belle aventure. Et en se tuant, on a créé un bijou. En se tuant, on a créé un bijou, c'est ça que vous avez dit? Oui, en fait, l'émotion qu'on a eue quand Guillaume nous a accepté d'éditer ce livre, on a eu la sensation d'avoir eu un enfant. Et ce bébé, moi j'ai fait beaucoup d'événements assez importants dans le domaine de la télévision et du cinéma. Les Césars, les 7 d'or. Les Césars, les 7 d'or. Vous avez été coordinateur. Voilà. Mais j'ai jamais été autant bouleversé que lorsqu'on a appris que ce bouquin allait être édité, parce que écrire, tout le monde devrait écrire, je crois. Moi, c'est une aventure que je viens d'avoir, mais alors tout le monde devrait écrire parce que il faut témoigner, et c'est un plaisir qui nous quittera plus jamais. Et je pense qu'il faut que les gens lisent et il faut que les gens écrivent. Bon, voilà. Non, mais écoutez, merci pour ces conclusions. Rappelez-vous, le sifflement, il revient. Je vous garantis que dimanche soir, vous l'aurez vraiment dans l'esprit. Sato-san, le maître des corsets, c'est au Mercure de France de Roland Brival. Beau de Yunbo et Daniel Barthes, c'est aux éditions Descartes et compagnie. Et c'est chez Prisma Éditions, avec une préface de Stéphane Bern, que vous avez publié. Elisabeth de Feydeau, L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums voluptueux de l'histoire. J'imagine que vous êtes tous les trois sur vos stands respectifs dans la foulée. C'est pour ça que j'ai bien reçu l'éditeur. Vous êtes tous les quatre, là jusqu'à la fin de la foire de livres, jusqu'à dimanche soir. Non, donc vous avez plus que jusqu'à demain soir. Le temps est compté pour Elisabeth de Feydeau. Dimanche soir pour Roland Brival, Yunbo et Daniel Barthes. Merci à vous quatre. Merci à Corée Télévision. Merci à vous.